Ok, ça c'est bon. Est-ce que les revues sont générées par l'USDC sont de plus en plus partagées avec Codebase? Donc, c'est un truc que je vais rechercher parce que effectivement c'est un truc. La boîte est intéressante. Après, je sais pas s'ils ont encore publié. Enfin, je répondais à Pierrot qui postait que Circle allait se faire IPO, enfin sortir en bourse dans l'année. Mais ce serait intéressant de voir le compte des résultats de cette boîte. Parce que littéralement, c'est comme Tether, quoi. À part print de l'argent. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Après, t'achètes une société qui print de l'argent, je pense qu'il n'y a pas mieux comme business plan. Donc ça, ce serait une société qui m'intéressera et j'en parlerai aussi avec vous, hein, forcément, parce qu'en plus c'est totalement dans l'écosystème entre la finance tradi et les cryptos. Alors, je partage en premier mon écran. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler? Alors, attendez. Je sais pas si j'ai... Tac. Live 2. Ah oui. Je regarde vite fait le marché, parce que c'est ouf, c'est un petit moment que j'ai pas fait le tour complet des actifs. Hein, on va le faire ensemble aussi. Avec tous nos dessins qu'on avait fait. Ça, il y a la France, les US, bon les US forcément. On va commencer par ça. Les total market cap aussi seront intéressants à regarder, forcément. Faudra que je pense aussi à regarder le spread pour les US et le BTC aussi. Et aussi la dernière fois qu'on a fait un live. Attends Pierrot, qu'est-ce que tu me postes? Ok, marrant. Ah mais on voit que... Oh non. Ok, bah c'est un truc que moi j'ai creusé parce que c'est marrant. N'hésite pas à m'envoyer où t'as trouvé ça ou c'était un compte de résultats et tout. Je pense pas que ça soit encore en ligne. Euh, qu'est-ce que je voulais faire? J'en oublie de ce que je voulais faire. Bon, ça on reviendra. Alright. US. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais checker la dernière fois que j'ai fait un live. C'est un petit moment, j'avoue. Peut-être coupable, 24-4, donc ça fait un mois pile. Je prends le chat. Ok, bon, en un mois, il s'est dépassé des choses, je pense. La dernière fois qu'on a live, c'était le 24. On était encore dans cette phase de rebond. Je pense que j'avais mis en avant justement la grosse zone des 5800 hein, qu'on a cassé par je ne sais plus quel tweet de Trump. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas si c'était sur le tarif douanier avec l'Europe ou c'est peut-être le rebond récent. J'ai un doute. Enfin, malgré tout, voilà, on arrive, grosse phase de pullback baissier, donc on est passé de 6000 à 4009. Phase qui était complètement catalysée par la politique assez agressive de Donald Trump, qui a poussé, enfin, je vous fais tout le truc, hein, pousser les tarifs de douane, donc forcément, tarifs douaniers, tout ce qui est produit en dehors des US doit coûter plus cher. Si ça coûte plus cher, ça va créer de l'inflation. Si ça crée de l'inflation, les gens seront moins chauds à acheter et surtout les taux risquent de monter. Les taux ils montent, comme je vous dis, hein, les taux sont le sang de l'économie. À partir du moment où les taux sont élevés, l'économie est souvent au ralenti. Maintenant, à l'heure actuelle, les taux n'ont pas forcément chuté. Le marché a très bien rebondi parce qu'on a en fait tout le catalyseur qui a été de la montée des tarifs douaniers passe un peu à la trappe parce qu'il y a des nouveaux deals, parce qu'on repousse le timing auquel les tarifs vont être mis en vigueur parce que on fait des deals en attendant. Maintenant, la réalité, c'est que le mois de juin arrive, juin-juillet.
Donc les délais qui ont été accordés avant de mettre en place les tarifs vont être mis en place, sachant qu'il y a encore des tarifs toujours mis en place. Même si on a repoussé les tarifs, les gros tarifs douaniers à 90 jours, 120 jours, je sais plus les dates exactes, on reste en vigueur sur des taxes de toujours de 10% à peu près partout. Et 10%, ça correspond, c'est nettement supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc typiquement, on sait que l'impact qu'il y a eu au niveau de l'inflation n'a pas été encore vraiment ressenti dans l'économie, parce que les entreprises avaient pré-shot un peu ça, en blindant leurs entrepôts de stock provenant de la Chine. Hein. On se rappelle même les iPhones Apple qui avaient loué des avions pour des gros Boeing pour les remplir d'iPhone en boucle pour éviter d'avoir les tarifs au moment où ils arrivent sur le territoire. Donc c'était un peu cette folie du papier cul qu'on avait pendant le Covid, mais version entreprise. Et malgré tout, il y a un moment où ce stock-là finit par être épuisé. Donc on arrive dans la phase, on va dire la troisième phase. Première phase, c'était la phase qu'on s'est complètement effondré à cause de l'annonce. Deuxième phase de repli, le espoir revient, les tarifs vont sortir. La question c'est, est-ce que la troisième phase, c'est la phase de ok, on a bien rebondi, mais en soi, on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Et les tarifs, en fait, même s'ils ont été baissés pour X ou Y raison et revus à la baisse, on a toujours des tarifs, on a toujours une pression sur le pouvoir d'achat, ce qui risque d'engendrer en fait un autre pullback. Ou alors effectivement, tout va bien dans le verre de monde et on continue à péter un ATH. Donc ça, on en reparlera après. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, on est plus sur des zones de prise de profit que des zones où il faut payer les yeux fermés. Les zones où il fallait payer les yeux fermés, ça a un peu fini. C'était à 4009, ça a été rapide. Il fallait avoir de l'argent disponible rapidement. Parce que c'était folklorique et foudroyant. Je crois que on avait fait un record, hein, je crois, en 3 semaines de chute, plus forte chute depuis je sais pas combien d'années. Le fait est qu'à l'heure actuelle, on est dans cette troisième phase, on a complètement résorbé la chute qu'on a effectuée en premier lieu. La question c'est, est-ce qu'on va avoir tout le temps toujours autant de croissance qu'on pensait avoir quand on était ici? Ici, c'est avec son Donald Trump, il va baisser les taxes, il y avait tout le conglomérat des CIO pendant l'investiture. Ça s'en est clairement bullish pour les US. Maintenant, on est retourné à ce niveau-là. Pour la métance, c'est que la situation est différente. Alors certes, on a un président qui rollback un peu tout, ce qu'il avait prévu au niveau tarif douanier. Cependant, on a encore clairement des tarifs mis en place. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais on reste quand même sur des records de tarifs, hein, même si on a 10% partout. Je veux dire, on passe de 0 à 10%. Ça reste quand même un choc assez fort à digérer. Et forcément, soit c'est des marges en moins pour les sociétés, soit c'est des dépenses en moins ou des dépenses supérieures pour la même chose pour les consommateurs. Donc forcément, s'ils achètent plus cher, ils risquent d'acheter moins. Tout ça implique est-ce que il est normal de payer le marché à 5009 points quand on sait que la croissance risque d'être clairement pas la même qu'on s'attendait à l'époque. Donc ça, c'est la grande question. C'est effectivement, pour moi, on est dans une zone totalement de prise de profit. C'est là où les achats qu'on a fait ici agressifs, en marge, je ne sais quelle bêtise que vous voudrez potentiellement mettre à break-even et attendre, reste quand même intéressant d'avoir une prise de profit. Je ne m'attends pas, spoiler alert, je ne m'attends pas non plus à qu'on aille revisiter les lots. On peut s'y approcher, je ne suis absolument pas contre cette vue-là. Parce qu'on a quand même des soucis de la dette américaine qui reste quand même extrêmement élevée, surtout au niveau des taux. Hein. Donc on en reparlera. Hein. Le 20 ans américain qui va fleurer les all-time high. Forcément, il y a beaucoup de pression au niveau des taux. Le Japon qui est en train de sauter. Je suis pas encore assez informé sur la situation du Japon, donc j'en parlerai pas avant de vraiment être bien red pill. Mais c'est une catastrophe dans le sens où on passe des taux qui étaient à 0 à l'époque à 2,5 sur un pays endetté à 250% de son PIB. Hein. Donc le pays le plus endetté au monde pour faire en mode rapide.
forcément ça va avoir des impacts forts au niveau de l'économie mondiale parce que le Japon, et notamment le yen, est une monnaie qui est extrêmement utilisée partout dans les secteurs financiers, notamment pour ce qu'on appelle le carry trade, qu'on a eu à l'époque, qui est en fait les investisseurs japonais, même américains, empruntent énormément en JPI, en yen, en monnaie japonaise, pour acheter des actifs américains, parce que le rendement était nettement supérieur au taux d'emprunt. Maintenant, vu que les taux d'emprunt vont être nettement en hausse, ça va forcer bon nombre de hedge funds, bon nombre de particuliers à couper leur position d'emprunt et donc à vendre leurs actifs financiers. Et donc souvent ils étaient exposés en dollars et notamment sur les actions américaines. C'était ça un peu à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, hein. Je crois que c'était ici, ou ici, je sais plus, je crois que c'était ici. La chute qu'on avait eue avec le carry trade, le Japon qui avait sauté à moitié et après c'était reparti, parce que rien n'avait réellement sauté. Mais là aussi on peut avoir un peu une pression à cause de ça, notamment, hop. Elle n'est pas encore trop remontée, donc ça ce sera aussi la question. Forcément quand les taux remontent, normalement la monnaie remonte aussi. Pour l'instant elle a encore suppressé vers le bas. La question de si ça commence à réaccélérer fortement, les gens risquent de paniquer, couper leur position en dollars pour revenir sur du yen. Et là, forcément, ça risque d'impacter assez lourdement les actions américaines, notamment. Donc voilà, on est clairement un peu à la croisée des mondes. Troisième borne de range, enfin vous connaissez la chose, hein. Moi, à l'époque, je sais plus, j'en parlais. À l'époque, je tablais sur un range quand même pour cette année-là. Je pense toujours que c'est le cas. Il n'y a pas de raison d'être hyper bullish, non plus hyper bearish. Donc pour moi, on a juste élargi le range et on risque de se balader encore un moment ici. Ce sera intéressant de voir les actifs, justement, le BTC, notamment l'or, comment ils vont naviguer un peu cet environnement-là. Donc on en reparlera après, notamment sur le BTC. Mais c'est difficile d'avoir une lecture ultra bullish sur l'économie américaine. Maintenant, il y a quand même de très bonnes news, on va arriver bientôt au plan de Trump de dérégulation du secteur bancaire, de baisse des taxes, donc forcément moins de taxes, plus de pouvoir d'achat, les entreprises font plus de marge, donc typiquement ça reste quand même assez bullish pour les marchés parce que forcément plus de marge, plus de croissance, il y aura un boost de la croissance de société. Et on a quand même une administration américaine qui souhaite avoir comme cible de grossir l'économie américaine plus rapidement qu'ils grossissent leur dette. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, hein, comme le problème qu'ils ont et le problème que aussi nous on a en France, surtout en Europe, c'est que à l'heure actuelle, est-ce que tac. Je suis en train de réfléchir lequel je veux vraiment. Je peux cocher ça, ok, c'est pas mal. Ah merde, je peux pas rollback. Ok. Donc, par exemple, ça dégage. Donc forcément, moi, spoiler alert, notre dette depuis les années 80, on s'endette plus vite qu'on a une croissance du PIB. À savoir qu'en France, on va taper je sais plus, c'est quoi les chiffres? Je sais plus si vous les avez en tête. Mais on arrive autour des 5%, je crois. 5 ou 6%. Bon, bientôt, ils nous disent qu'on va serrer la ceinture. Bon, spoiler alert, rien ne va changer. Mais ce qui est intéressant, par contre, du côté américain, c'est qu'effectivement, eux, ils ont un déficit d'autour de 5-6% d'aide sur PIB. Et leur but, c'est d'accélérer la croissance pour justement avoir ce ratio. Au lieu de dépenser 6% de dette sur PIB, d'avoir une croissance de dette de 6%, de plus de 6%, 6 points de dette sur PIB, ils veulent grossir le PIB plus rapidement qu'ils grossissent leur dette. Bon, dans le meilleur des mondes, je veux dire, quand tu t'endettes, toi, je sais pas, on se prend un emprunt de 1000 euros, 200 000 euros, forcément, ton but, c'est d'avoir un meilleur rendement que sur ton taux d'intérêt et l'actualisation de ton emprunt pour en fait être rentable.
Donc les US souhaitent faire ça. Forcément, ça va être très compliqué parce qu'ils empruntent énormément, donc il faut grossir le PIB très rapidement. Donc ça, ce sera aussi une grosse question, leur capacité justement de stimuler la croissance aux États-Unis. Et forcément, quand on a une administration qui veut absolument stimuler la croissance, et ça risque de se faire ressentir au niveau des marchés financiers, parce que plus il y a de croissance, plus le marché va récompenser cela. Maintenant voilà, c'est un speech. Ils veulent grossir absolument. La réalité, c'est qu'on a quand même des tarifs douaniers qui vont freiner justement cette croissance-là. Ils risquent quand même d'être un peu contrés par les baisses des taux, des taux, pas des taux d'intérêt, des taxes. Mais est-ce que l'économie américaine arrivera à grossir de nouveau à 3-4%? Pour l'instant, on table plus sur du 1,5-2% max. Ça me semble encore difficilement. Je préfère le voir pour le croire, quoi. Parce que typiquement, on a grossi énormément pendant toute cette période-là, parce que forcément, on a eu une période où on a passé de moins 15 ou moins 20% du PIB. D'ailleurs, c'est plus simple d'avoir une croissance de 4, 5, 6% du PIB pour rattraper le délire. Maintenant, là, ça fait longtemps que le PIB n'a pas chuté, donc il faut continuer de croître à 3%. Ce qui reste quand même un chiffre assez très élevé pour une économie aussi avancée que les US. Mais bon, peut-être que l'IA, peut-être que la robotique arrivera à stimuler justement cette croissance-là. Je pense que quand même ça risque de se produire, mais pas avant 5, 10, 15 ans. J'ai du mal à avoir non plus des gains de productivité hors normes des sociétés dans le mandat de Trump dans les 3 prochaines années. Après, je peux toujours être surpris. Mais voilà, et sachant qu'après aussi, comme je vous dis, à partir du moment où une économie imprime de l'argent, c'est une sorte de quantitative easing, donc forcément, ça stimule les marchés à la hausse parce qu'on imprime de l'argent pour soutenir les dettes, pour soutenir le gouvernement dans les dépenses. Donc tout ce que le gouvernement dépense, le secteur privé gagne, les gens gagnent. Donc on ne va pas shorter non plus des économies qui impriment de l'argent pour accélérer. Maintenant, il n'y a pas de quantitative easing officiel qui est de la Fed qui se met à imprimer de l'argent. On n'est clairement pas là. Après, je me dis que si les taux à 20 ans continuent de monter à la hausse, ils seront potentiellement contraints de faire ce qu'on appelle du yield control, donc faire un peu comme les Japonais et dire ok, le taux à 20 ans, on achète tout ce qui est au-dessus de 4%, 4 ou 5%, on achète tout ce qui est au-dessus, donc ils vont imprimer en masse pour maintenir des taux à 20%. En fait, ils vont acheter toutes les obligations sur le marché. Dès que ça monte au-dessus de 4%, la Fed l'achète pour le bilan. Donc ça, c'est une forme de quantitative easing. On n'en est clairement pas encore là. La prochaine dérégulation qu'il va y avoir, c'est pendant l'été. Ça va permettre juste aux grosses banques commerciales américaines, donc tout ce qui est JP Morgan, enfin aussi JP Morgan, mais aussi Bank of America. C'est le SLR, vous pouvez regarder en ligne, qui leur permet juste, comme toutes les sociétés, comme toutes les banques, même en Europe, on a un taux de fonds propres nécessaire. Donc je sais pas, JP Morgan, elle est obligée d'avoir 4% de tous ses actifs en cash au cas où il se passe quelque chose. Et ils vont baisser ce genre de ratio. Si vous achetez, typiquement, ils vont pas en tenir compte. Si dans les 4%, vous l'utilisez pour acheter de la dette américaine long terme, ça n'impactera pas ce type de ratio. Donc ça permettra justement aux banques de se leverage gratuitement en achetant massivement des obligations long terme américaines. Donc ça, c'est une forme aussi de quantitative easing un peu indirecte. C'est pas la Fed qui achète, c'est des banques. Et donc ça, forcément, ce sera quelque chose aussi à monitorer parce que ça risque de faire plaisir aux Américains, à l'économie américaine, d'avoir un nouvel acheteur, un fort gros acheteur de nouveau en place pour acheter des centaines de milliards de dettes américaines. Donc voilà, je pense qu'on est dans une zone assez précaution, qu'il faut plutôt être assez prudent. On va pas se mentir, un seul tweet de Trump peut envoyer le marché en haut et en bas. Donc c'est le genre pour ceux qui n'étaient pas forcément là en 2017-2018, le marché à l'époque ressemblait à ça.
ça monte, un tweet de Trump c'est la merde, un tweet de Trump ça laisse, boum, un tweet. Enfin, c'était vraiment le bordel. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de toute façon, ça crée de la volatilité sur les marchés. Au début de son mandat, il était beaucoup plus calme au niveau annonce et surtout au niveau de parler des marchés. Maintenant, il est revenu dans un monde où il parle beaucoup plus des marchés. Il dit ouais, il faut acheter, il faut vendre, etc. Bon, pas faut vendre, mais il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Donc, on a quand même un shift de préoccupation là où au début de son mandat il s'en foutait un peu des marchés financiers, limite il était contre. Clairement il est revenu sur un peu il est revenu totalement sur ses principes, enfin il est revenu de nouveau dans ses vrais principes qui ont été de stimuler l'économie américaine, de faire monter les marchés financiers, parce que c'est ça qui pour lui c'est son KPI pour dire qu'il a fait un bon taf quoi. Ça va jusque là ou vous avez peut-être des questions ou autres? On va essayer de faire un live pas non plus trop long, donc autant être efficace, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour tout ce qui est US Oil, pour l'instant on tient la zone, on a revenu taper sur un peu notre grosse zone qu'on avait notée à l'époque, qui est un peu notre good. Notre good c'est forcément si la demande commence à freiner fortement, on peut imaginer que c'est un monde où le marché commence à presser une récession. Donc au niveau des commodities, en tout cas c'est du pétrole, ça price une demi-récession. Là où les marchés américains, US, par contre stock, on est au all-time high. Mais on a clairement, en tout cas, ce parallèle qui est on a un peu cassé la partie un peu good. On est passé en dessous. La question c'est est-ce qu'on arrive à récupérer la zone. Il y a eu beaucoup d'annonces aussi d'augmentation de production dans le Moyen-Orient. Forcément, ça stimule les prix à la baisse, parce que si on augmente la production de pétrole, de barils, ça va faire baisser le prix du baril en lui-même. Maintenant, à voir si on arrive à récupérer la zone. Maintenant, la zone, elle n'est pas figée. Mais on voit clairement que c'est beaucoup moins bullish sur la consommation du pétrole. Ça, c'est clairement noté. Je te mets muet. Mince, je te mets pas muet parce que je te mute, parce que je t'entends un tout petit peu rough. On entend un peu des échos vite fait. Voilà. Niveau US. J'ai pas trop regardé sur le Nasdaq, pareil. On s'approche d'all-time high. Maintenant, voilà, j'ai aucun problème à avoir un pullback qu'on vient de chercher de 19 600, voire un peu plus bas les 19 000. Pas non plus trop bas, mais c'est pour moi un range. Enfin, un range et à voir ce qu'on va faire. C'est mon main scénario pour l'instant. Donc, pour les achats en bas du range, souvent il faut les vendre en haut du range et basta quoi. Ça marche, je débute. Attends, j'ai peut-être fait une connerie. Ouais, je fais une connerie. J'ai mis ce clic. Donc voilà. On va passer vite fait France, Europe. Ce qui est marrant, surtout dans France, il n'y a rien à dire. On est toujours un peu dans le même timing. On a rebondi comme le Nasdaq. Mais ce qui est pas mal, c'est tout ce qui va être Pologne. Je sais pas si vous avez vu en ce moment. C'est sûr que c'est pas un marché qui m'intéressait spécialement. C'est quoi l'indice polonais? C'est une question. C'est vraiment ça son nom? Ah non. C'est du troll. Le WIG. WIG 20. Alright. Les marchés polonais marchent très bien. Ah bon, après, tu me diras, j'avais pas vu que. Ah oui, parce que. Les marchés polonais sont en ce moment, en tout cas, un des marchés qui font le plus de rentabilité depuis le début de l'année.
à savoir qu'on a plus de 40%, je crois. Parce que forcément, c'est un des marchés qui est le moins exposé aux tarifs douaniers américains, parce que c'est pas un partenaire direct avec les Américains. Et surtout, c'est un des pays qui est très peu endetté. Donc ça lui montre une capacité aussi de pouvoir s'endetter. Et c'est un pays, si on regarde par exemple gross capital, c'est pas capital. Tac, tac, tac. C'est un pays qui grossit très rapidement. Et ce qui est marrant ou décevant, c'est qu'il grossit en PIB par habitant, il grossit nettement plus rapidement que nous et que bientôt la Pologne sera un pays plus riche. Bon, on en est encore loin, hein. Pas en PIB pur, mais en PIB par habitant. On est encore à peu près au double de notre côté. Mais ils grossissent à plus de 4%, là où nous on grossit qu'à 1,5%. Et j'avais vu des projections même par rapport au Japon. T'as dans 10 ou 15 ans, effectivement, je faudrait que j'ai tous les chiffres. C'est quoi? C'est le World. Ah oui, attends, j'ai Afghanistan là. Non, on va éviter l'Afghanistan, ça sert un peu à rien. On peut en mettre plusieurs. Bon, faudrait que je prépare un peu mes trucs avant de vouloir jouer à ça. Attends, peut-être si je fais ça. Ça c'est la France. Si je mets. Ok. Et donc là, on a forcément. Tac, on va mettre ce qui est comparable. On a une croissance qui est nettement plus rapide au niveau de la Pologne par rapport à nous. Et donc, tu avais des projections qui me faisaient marrer dans 20 ou 25 ans. La Pologne sera plus riche par habitant que Paris, quoi. Enfin, que la France. Je crois que tu avais pareil, mais avec le Japon. C'est des trucs qui me faisaient marrer. Ouais, voilà. Le Japon, je vais faire sauter la France. Ah bah merde, ça a tout fait sauter. Le Japon et voilà, bientôt on aura un meilleur PIB par habitant en Pologne qu'au Japon. Donc on voit vraiment c'est une des économies européennes qui grossit le plus rapidement possible, ce qui est impressionnant et donc ce qui donne envie de s'intéresser justement à son marché financier. Et c'est tout, je trouve ça super intéressant. Je sais pas trop encore le multiple de valorisation. Si je regarde, chaud. Oula, je sais pas où j'étais atterri. Tac, tac, tac. Ah non. Oui, il a 11 PE. Ouais, tu vois. C'est extrêmement faible pour un pays qui grossit aussi vite, quoi. Donc c'est potentiellement aussi intéressant. Hop. On a 12 de PE. Bon, historiquement c'est overvaluated. Mais c'est un pays où 5-2%, en fait c'est vraiment effectivement nous on est tellement France, enfin moi en tout cas en France, Allemagne, États-Unis, à la limite Japon, Taïwan et tout. Mais il y a des pays au sein de l'Union européenne qui sont aussi extrêmement intéressants et sous-valorisés. Et typiquement la Pologne en était un, on a viré, on pouvait payer 5 de PE en Pologne. Tu te dis bien forcément tu auras une entreprise de super belle qualité, vraiment pas cher. Et pour du stock picking, bah, c'est vraiment un peu un Eldorado. Hein. Voilà. Alors, Echelle, il m'avait posé une question. Tant que les actions chinoises sont assez faibles graphiquement, alors que ça pourrait être une bonne alternative au marché. Oui, les marchés, le marché chinois, c'est clairement, pour moi, ça va mettre du temps à se dérouler, hein, parce que c'est le marché chinois. Mais en vrai, pour moi, ça c'est quand même. Le problème, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques. Forcément, il y a le risque de délisting.
Parce que quand vous achetez une société américaine, pardon, une société chinoise sur le marché américain, vous achetez pas réellement la société. C'est un ADR, vous achetez sur une entreprise vide aux îles Caïmans qui hold les shares de Alibaba ou autre. Et donc là, clairement un risque, forcément, si la guerre commerciale s'accélère. Mais on a quand même des entreprises de ultra haute qualité. Le problème étant, c'est que quand est-ce que elles vont se mettre à dérouler niveau croissance, parce qu'effectivement l'économie chinoise est encore au ralenti à l'heure actuelle, et surtout une revalorisation de ces entreprises-là au niveau des entreprises américaines. Bon, ça peut-être pas au niveau des entreprises américaines, mais en tout cas, il est certain que pour moi, le marché chinois est encore nettement sous-valorisé dans les 5-10 prochaines années. Il y a des entreprises qui sortent quand même du lot. Xiaomi, j'avais fait un one-pager début de la semaine. Très très forte performance. Pour le coup, moi je l'avais attendu un peu plus bas. Autant dire que je l'ai complètement raté. Mais ces entreprises, elles, qui ont réussi à vraiment se mettre au niveau devant de la scène, qui est en plus une entreprise qui est extrêmement exposée sur l'Inde. Donc ça, ce sera aussi intéressant à voir après. Voilà. Après, un plus 40%. Non, mais c'est toujours pareil, de toute façon, ça dépend de ton horizon de temps. Hein. Mais oui, de toute façon, ça a toujours été une alternative maintenant. Le marché chinois reste quand même catalysé fortement par l'administration chinoise. C'est compliqué. Je veux dire, t'as acheté le marché chinois en 2000 ou même en 2003, t'es à x2 quoi. Donc c'est sûr que c'est très compliqué à naviguer, alors que l'économie a explosé de x60 quoi. Mais pour moi, il y a un moment où il y aura un vrai regain au niveau des marchés financiers chinois. Et j'ai quand même envie d'avoir une exposition à 2-3 sociétés chinoises. Ça, il n'en fait pas doute. Alors, j'ai les deux beaufs qui se chamaillent qui discutent au sein de mon Discord. C'est génial. Voilà. On a quoi? Bon, une demi-heure pour les marchés tradis, ça devrait le faire. Je vais juste regarder. L'or fait quoi en ce moment? Ok, on a encore un range. Ok, solide. Le dollar, on en a parlé. Hein. Le dollar, on avait clairement fait... Ah, c'est con, j'ai retiré mes gribouillis. Mais c'est clairement quelque chose qu'on s'attendait. La chute du dollar, maintenant, pour moi, le plus gros de la chute a été fait. Je veux dire, je vois pas pourquoi la zone chuterait plus fortement. Encore à l'heure actuelle, Trump voulait un dollar plus faible et il l'a eu. Maintenant, je veux dire, pour moi, c'est intéressant de se réexposer sur des assets en dollars. C'est pour moi qui le dollar reprendra en vigueur par rapport à l'euro, typiquement. Alors, je vais aller chercher de l'eau vite fait parce que je suis déjà en train d'avoir la gorge sèche et après on passe crypto. On se fera une demi-heure crypto, comme ça on aura le temps de tout regarder. Alors, je reviens juste une minute. Je mets la porte. Alright. Crypto. Les crypto-actifs.
j'ai vu un truc marrant. Est-ce que ce qu'on fait ici, ce serait pas ce qu'on a fait là-bas? Voilà, je pose ça là pour commencer le live. Est-ce qu'on n'aurait pas l'ultime exit liquidity? Grande question. Bon, je pense pas non plus, mais ça me faisait marrer le parallèle. Quand on le voit, on est en mode ah ouais, putain, ça ressemble bien. Crypto. Bon, ce qui a été extrêmement intéressant sur les cryptos notamment, c'est cette charte là. Ce sera plus simple de le mettre. C'est une nette surperformance du BTC depuis les 2-3 derniers mois par rapport au S&P. Et c'est quelque chose qu'on a vu en fait en boucle. Hein. C'est que souvent on rangeait et on éclate, on rangeait, on éclate, et on fait toujours en fait ranger, on éclate. C'est un peu justement une version du BTC versus l'euro, enfin versus une monnaie. Mais c'est plus comprimé parce que forcément là, c'est quand même contre le S&P. Mais ça me permet en fait d'avoir une fourchette de grandeur de pour moi le S&P peut pas aller là-bas quoi. Enfin le S&P, le BTC par rapport au S&P, il peut pas faire encore justement il peut pas encore faire un x2 sans que le S&P bouge sur le papier. Je veux dire la réalité c'est qu'il peut faire il peut faire ce qu'il veut. À l'époque, on a fait 240. Je sais plus à combien je tablais ici. Je crois que je tablais à coût de 50 ou 60%. Pour moi, c'est la marge que je me mettais d'exposer mon BTC versus le S&P. Après, pour moi, il y a potentiellement un arbitrage de nouveau à faire du BTC vers le S&P. Mais on commence à rentrer pour moi vers ces zones-là qui montrent que forcément, surtout en ce moment, on a une très très forte réaction du BTC à la hausse par rapport à S&P qui était assez faible, hein, avec le dollar qui s'effondrait. On a eu un dollar qui s'est effondré et les marchés US qui sont effondrés aussi. Néanmoins, le BTC lui a tenu alors que quand le S&P souvent faisait -2, le BTC était le premier à faire -10. Donc c'est un comportement intéressant de voir qu'en fait il y a eu une très forte demande, un peu vraiment le côté safe haven. On ne sait pas trop ce qui va se passer au niveau de la dette américaine, des risques au niveau du dollar, au niveau de la politique de Trump ou autre. Et il y a eu beaucoup d'achats, de vente du coup des actions américaines pour faire des achats au niveau du BTC. Et donc ça forcément, ça montre qu'il y a quand même une très forte demande sur l'actif. Et on va pas se mentir, c'est quand même assez plaisant. Maintenant, la zone où on est, c'est un peu le problème de faire des all-time high, c'est que t'as plus vraiment de référentiel. T'as plus vraiment de référentiel, donc clairement, c'est pas à ce moment-là que tu vas te mettre à acheter. C'est clairement pas là où tu vas te mettre à additionner du risque, hein, au moment où tu fais des all-time high. Néanmoins, c'est pas le moment où tu vas te mettre à shorter non plus le marché. Pour moi, on est clairement sur une zone pour les gens qui ont un peu, comment dire, des gros achats qui a été fait là. Pour moi, il n'y a aucun mal à faire un TP sur les zones où on est. Qui sont averses au risque, voilà, pardon. Il y a une inversion assez forte au risque. Déjà, ils sont sur le BTC, donc à mon avis, ils doivent déjà se faire mal. Mais on est clairement sur une zone de... Les US sont au niveau de la troisième board, même si effectivement la dernière fois que les US ont chuté, le BTC a bien tenu, voire monté. Ça ne veut pas non plus dire que ça va le refaire de nouveau. Mais s'il y a un retournement au niveau des US, je m'attends quand même à avoir un retournement au niveau du BTC. Surtout qu'en ce moment, on a je crois que le Bitcoin conférence ou je sais pas quoi, où tu as le vice-président qui parle, etc. Je me dis, la dernière fois que Trump a parlé du BTC, c'est-à-dire qu'il allait l'acheter, c'était ici, on a fait un pullback de 40% derrière. Ah non, d'ailleurs, c'était pas, je sais plus si c'était ici ou ici. Je crois que c'était ici, quand il a lancé sa crypto, etc. Derrière, le marché a fait 35-40%. Donc pour moi, le marché des cryptos risque pas trop de m'intéresser. Je pense qu'on est sur une zone qui va être compliquée. Je sais pas si vraiment... En fait, pour moi, tout peut se produire ici. C'est vraiment pas un truc où j'ai envie de me mettre les doigts.
Je veux dire, les achats qui ont été faits à l'époque ici, etc., ils n'ont pas été encore totalement ils n'ont pas été sécurisés. Hein. Je veux dire, c'est des achats, je reste quand même extrêmement acheteur à long terme. Donc si tout pullback, j'aurais potentiellement un intérêt de racheter. J'aime bien mettre les Vegas, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça a toujours été un truc que j'utilisais pas mal pour un peu avoir une zone intéressante de pullback. Oups, j'ai ça. Donc une zone intéressante pour moi d'envisager d'acheter. Donc pour l'instant, on est autour des 50 000. Autant dire que si le BTC retourne au niveau des 50 000, je n'aurai aucun souci de le payer. Pour l'instant, comme je dis, c'est pas du tout le plan. Mais je suis préparé à tout. Clairement, BTC 400 000, 500 000, oui, mais clairement pas pendant ce cycle-là. On risque d'avoir une euphorie. Est-ce que la grosse question, c'est justement aussi alt season? Parce qu'effectivement, avec un BTC à 110, 120, 130, je sais pas trop où on va s'arrêter. Je sais pas pour ceux qui étaient là à la alt season en 2021, c'était quand on a passé un BTC à 60 000 et qui s'est mis à déverser, je crois que c'était pendant cette période-là, toute la liquidité s'est mise à déverser dans les alts. Les alts ont explosé, mais de façon dingue. Donc là, avec des alts qui sont complètement ratatinés, un BTC à 120 000, donc une liquidité encore beaucoup plus forte. La question, c'est effectivement, est-ce que cette liquidité est présente au sein de l'écosystème ou simplement sur des ETF qui, eux, ne impacteront jamais les altcoins. Ça, c'est aussi forcément un questionnement qu'il faut se mettre en cause. Hein. C'est pour ça que les gens sont vraiment en mode on n'aura pas d'alt season, on n'aura pas d'alt season. La réalité, que j'en sais rien. J'ai quand même des alts. J'ai encore du BTC, j'ai encore des ETH, j'ai encore un peu d'AVAX. J'en ai même rechargé récemment. On est ouf. J'en ai rechargé récemment, je crois ici, je crois. Non, ici. Donc j'y crois encore à des phases de halt. Bon, j'avais dit que d'ailleurs, je repense hein, quand j'ai rechargé. J'ai dit que je touchais pas trop à VAX parce que tant qu'on n'était pas remonté au-dessus de la dominance AVAX BTC, ça m'intéressait pas forcément. Bon, je me suis châtié en prenant alors qu'effectivement on est encore en dessous. Mais je vais éviter non plus de trop recharger. Parce qu'effectivement, on a quand même sur des marchés qui sont complètement en dépression. Que ce soit BTC, que ce soit AVAX, que ce soit Solana, que ce soit ETH. Je sais pas, ETH BTC, on est où? ETH BTC, on a un semblant de rebond. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que c'est un vrai rebond ou est-ce que c'est un énième fake? Je veux dire, on les connaît bien maintenant. Mais forcément, ils proposent des setups extrêmement intéressants en termes de rendement possible versus BTC qui donne envie à tout le monde hein, d'en acheter. Maintenant, la dominance n'est pas encore à son plus haut. Je veux dire, si on doit retourner sur les zones des deux dernières, c'est plus autour des 70%. On n'est clairement pas encore. Le compliqué, qu'est-ce qu'il me met? Backwards relien. J'ai absolument pas compris ce que tu me mets. Mais en tout cas, Alcel, je sais pas. J'ai une partie que pour l'instant je suis amené potentiellement à augmenter quand je verrai vraiment la season potentiellement arriver. Enfin, arriver quand on verra vraiment la dominance commencer à chuter fortement. Potentiellement renforcer mes alts. Mais pour l'instant, je reste quand même un BTC quasi maxi. Tant que la dominance n'a pas tapé 70%. Et parce que ça c'est un actif qui tient extrêmement bien le choc par rapport à la volatilité américaine. Et pour moi, je crois, comme tout, hein, je l'ai expliqué longtemps, et puis je pense que c'est le cas aussi de vous, du rôle du BTC en termes de rôle stratégique du BTC dans la finance. Je pense qu'on a arrivé dans les 5-10 prochaines années. C'est pas encore longtemps, parce que moi je suis pareil, je suis dans une grosse boîte financière, une des plus grosses en France. C'est clairement pas une des discussions qu'ils ont en ce moment. Après, c'est toujours pareil, la France est en retard. Mais effectivement, l'émergence de tout ce qui va être tokenisation vont réinventer totalement la finance et donc vont potentiellement démocratiser beaucoup plus les crypto-monnaies, même si c'est quelque chose qu'on peut tokeniser sans utiliser
des crypto-monnaies directement. Mais je pense qu'on va arriver dans un monde où 5, 10, 15 prochaines années, entre l'IA, la robotique et la tokenisation, on a des segments d'activité qui risquent de complètement enrichir ce qu'on connaît. Hein. Et pour moi, il y a totalement du sens à avoir du BTC potentiellement en portefeuille. Donc c'est un actif que j'aurais, à moins vraiment qu'on repart en mode bullesque, donc hein, des zones verticales qu'on a pu se faire à l'époque. Hein. Ça, clairement, pour l'instant, on l'a pas connu, hein, parce qu'à chaque fois qu'on faisait un semblant de vertical, d'ailleurs, on latéralisait. Pareil là, on latéralise. La question, c'est effectivement, bah là, si on a un truc où on monte d'un coup comme ça à 200, par contre, là, je me mettrais potentiellement un TP. Je veux dire, quand tu commences à dézoomer, à reculer ton graphe, tu sais que c'est peut-être un peu trop rapide. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas ces composantes pour me dire, ok, je prends un gros TP sur mes cryptos, c'est le moment de sortir. C'est clairement pas le feeling que j'ai à l'heure actuelle. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions au niveau des cryptos. Il n'y a pas de questions ce soir. Bien sage. J'avais un peu aussi des trucs à la con. Bon, j'ai pas beaucoup de crypto aussi. Oh, fatigué. Ouais. J'ai regardé l'action Basic Fit. Elle est pas cotée. Pas Fitness Park qui est. Ah non, Fitness Park qui est pas coté, c'est Basic Fit. Du tout, non. Non, j'avoue que on n'a pas encore parlé de. Je crois que c'est allemand, non? Ouais. Je crois que c'est celle-ci. Un doute. Après, Basic Fit, pour y être allé souvent, pour moi, c'est vraiment la. C'est vraiment pas dingue. Après, je sais pas du tout comment ils monétisent. Si c'est comme McDo, si c'est comme au niveau de l'équipement. Parce qu'effectivement, il y a tout le délire d'abonnement, mais je sais qu'il y a beaucoup de que c'est un système extrêmement franchisé. Je sais pas du tout le business model de. Je sais pas si tu connais toi Nash, mais le business model de l'entreprise, je connais pas du tout. Je sais qu'on paye un abonnement, mais est-ce qu'on paye un abonnement à la boîte directement ou c'est au mec franchisé et le mec franchisé doit donner un royalties à Basic Fit ou tu vois, genre c'est. Ils veulent avoir le moins d'humains possible en automatisant tout. Ah bah oui, je vois ça vu que il y a absolument personne pour réparer les machines quand il y a un problème. Donc ça pour tu vois, ça, j'aime pas, tu vois, qu'elle possède tout en direct, etc. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'assets, beaucoup de dépréciation. Donc c'est très asset heavy et c'est pas asset light quoi. J'ai toujours préféré investir sur des sociétés et c'est ce que je conseille hein, avec des assets assez light parce que asset heavy bah alors, le taux de rendement est beaucoup plus faible la moitié du temps et surtout bah là où il y a une rentabilité à l'heure actuelle maintenant, est-ce qu'il y aura la même rentabilité plus tard? Je n'en suis pas si sûr. Mais typiquement, ouais, le fait qu'ils possèdent en direct tout, ils auraient dû faire un système de franchise, ils vendent les équipements et ils touchent une commission sur les abonnements ou un bail comme ça, quoi. Je veux dire, est-ce que je veux pas dire que la boîte est pas bien, hein, mais ouais, ils sont de fou leur book. C'est pour ça qu'elle est autant endettée de toute façon. Ouais. Un tiers de market cap ou 2 tiers de dette.
Je regarderai plus en détail. Mais tu vois, typiquement, c'est pas un McDo, quoi. C'est pas un McDo qui achète les terrains, qui revend. D'ailleurs, ils revendent les machines, ils vendent les machines, ils vendent le software. Et ils ont tout le côté les royalties. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est très asset light. C'est très récurrent. Là où forcément Basic Fit va l'être beaucoup moins. Surtout s'il possède tout, quoi. Voilà, bon, 50 minutes de live. Après, je vais pas non plus trop glisser au niveau stock picking parce qu'à la limite, je ferai peut-être un live spécifiquement là-dessus pour ceux qui veulent. Parce que si je commence, je risque de pas de m'arrêter. Mais pourquoi pas faire un petit live un week-end ou dans la semaine pour parler stock picking, un peu PEA, CTO, etc. Pour les entreprises, moi, qui m'intéressent. C'est toujours quelque chose qui peut se faire. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, en fait, on va se quitter là-dessus, hein, assez rapidement, assez court. Je pense que j'ai donné mes avis assez tranchés. Je suis pas sûr, hein, parce que la réalité, c'est que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Mais au moins un peu un input. Mes plus grosses convictions, à part Uber. Moi, je vois que tu me suis sur Twitter. Non, Uber est clairement une de mes plus grosses convictions. Je pense que c'est ma deuxième plus grosse conviction. La première étant Shopify. Maintenant, Shopify va être beaucoup plus cyclique. Commerce en ligne, etc. Surtout avec les tarifs douaniers avec la Chine, c'est encore un peu la merde. Donc on sait pas où on en a. J'espère que ça se trouve, ce sera la merde et que je pourrai en racheter plus bas. Mais pour moi, c'est clairement une des meilleures boîtes à venir. Après, elle a extrêmement bien marché avant, hein, on peut le voir. Hein. Même si l'action a complètement morflé en 2022 parce que c'était la fin du hype Covid. Et elle était valorisée de façon extrêmement élevée. Hein. Ce qui n'est plus autant, qui est encore le cas maintenant. Mais forcément, on est passé de 148. Moi, quand je l'ai acheté, c'était autour de 100. Mais c'est une société qui vaut extrêmement cher parce qu'elle a un prospect de croissance extrêmement fort. À savoir. Après, j'ai pas les projections ici, je crois. Il faudrait que je vous montre l'Excel. De toute façon, j'ai fait un one-pager qui rétablit un peu ça, qui réexplique un peu ça. Et j'ai une version longue qui va pas tarder à sortir. Mais typiquement, pour moi, c'est un des meilleurs business models qui m'ait été donné de voir. Et pour moi, clairement, un des plus gros potentiels s'il continue à prendre des parts de marché sur le e-commerce en ligne. Pour faire un TLDR, Shopify permet de créer votre boutique en ligne et d'héberger chez elle, etc. Tout le process de checkout, paiement, livraison et tout. Et d'ailleurs, vous payez juste un abonnement et vous utilisez en fait le système de paiement par Shopify. Donc au lieu de verser de l'argent typiquement, je sais pas, à Visa ou PayPal quand vous faites des achats en ligne, c'est Shopify qui gagne justement un peu c'est 1 ou 2% de frais. Et en fait, c'est-à-dire que plus de gens sont convertis sur des boutiques, ils switchent leur boutique vers Shopify, plus Shopify chope des 1 ou 2% par ici ou par là avec la croissance de tous les magasins en ligne. Fait que plus il y a de gens qui utilisent Shopify, plus il y a de magasins, potentiellement plus il y a de volume de vente fort. Et derrière, Shopify touche à 1 ou 2% automatiquement sur toutes les commissions de tout le monde. Donc en fait, en étant utilisateur de Shopify, vous êtes un peu un salarié qui génère de l'argent pour la boîte. Ce qui fait que ça permet d'obtenir des chiffres de croissance extrêmement forts. Et on va pas se mentir, tout ce qui va être digitalisation pour le commerce, l'achat en ligne, etc.
ça ne va te faire qu'augmenter et ça ne fera toujours qu'augmenter. Donc ça permet d'être exposé à un segment qui sera forcément en forte croissance. Je veux dire, dans 20 ou 30 ans, quand ce sera nous un peu les boomers, on passera tous nos achats, toutes nos retraites en achetant des trucs en ligne, sur des boutiques en ligne, quoi. Je veux dire, nos parents, nos grands-parents le font pas encore, parce que forcément, c'est pas du tout dans leur ère du temps. Mais il faut bien imaginer que dans 20 ans, 100% de la population mondiale va passer, enfin en tout cas la population occidentale, va acheter en ligne. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une de mes plus grosses convictions en termes d'action. Maintenant, elle vaut très cher à l'heure actuelle. Donc pas trop de droit à l'erreur. Après, j'ai aucun problème qu'il y ait un droit à l'erreur parce que ça permettra d'en jeter à plus bas. Donc voilà, donc ouais, Shopify, Uber, Robinhood aussi. Je suis extrêmement bullish dessus. Maintenant, c'est pareil, elle vaut extrêmement cher maintenant. Donc c'est difficile de l'acheter à ce prix-là. J'ai pas osé, je les avais achetés à l'époque à 17 et 23. J'attendais de charger un peu autour des 25. J'avais un peu douté à l'époque qu'on avait pullback fortement aux US. Forcément, c'est une action qui est extrêmement corrélée au marché américain et les cryptos. Donc la baisse du marché américain fait chuter. Robinhood, c'est un broker, hein. Donc plus vous achetez sur le broker, plus il gagne de l'argent, assez simplement. Et avec la forte chute des marchés américains, ça avait fait générer une forte chute sur l'action Robinhood. Et j'ai pas eu, entre guillemets, l'estomac de renforcer à 30 la dernière fois. J'aurais dû. Maintenant, voilà, avec des j'aurais mis en bouteille avec des si. J'aurais mis Perrier en bouteille. Je sais plus du tout la citation, mais vous m'avez compris. Voilà un peu. Le Booking aussi, mais c'est pareil. À l'époque, quand je l'avais acheté, elle était pas aussi haute. Je l'ai acheté vers les 4000. Mais pour moi, c'est une des meilleures boutiques et une des meilleures sociétés pour tout ce qui va être s'exposer au secteur du tourisme. Donc quand même un secteur extrêmement cyclique. Donc c'est pareil, je m'attends à signer un cycle baissier au niveau du tourisme. J'hésiterai pas à renforcer sur ce genre de société parce qu'elles sont extrêmement rentables. J'avais même checké Airbnb un peu. Elle m'intéressait pas mal, donc elle coûtait vraiment pas cher. Maintenant, le prospect de croissance de Airbnb est beaucoup plus faible que Booking parce que la société est déjà valorisée à 80 milliards. Booking, je sais pas combien on est, mais on est clairement pas à 80 milliards. On est à 180 milliards, ok, never mind. Mais le prospect de croissance de Booking était largement supérieur à Airbnb. Ce qui me plaisait plus pour le même prix. Voilà un peu. Nash, une question. Pourquoi une boîte qui peut annoncer faillite parce que typiquement le marché price comme si elle va faire faillite et en fait au dernier moment elle fait pas faillite. Donc des fois tu peux avoir des je veux dire le pricer genre pour 0 et dès que le moindre regain de bonne nouvelle, boum. Donc je sais pas. C'est pas tu vois plus 30, le problème c'était plus 30 après un moins 99, tu vois, 9, forcément tu sais toi-même que je te dis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein. Maintenant, si tu penses qu'elle va vraiment pas faire faillite, c'est une occasion de dingue. Après, bon, si elle issue des nouvelles shares, t'es dans la merde. Mais je pense à Hertz, je sais plus comment on écrit. Hertz avait été pricé pendant le Covid là, pour 0. Et en fait, elle a pas comme si elle allait faire faillite. Derrière, elle n'a pas fait faillite, donc le truc il a fait x30, x50, x40 par rapport au mec qui avait acheté tout en bas. Là, c'est encore une question, est-ce qu'elle va faire faillite? Le truc qui a remonté parce qu'il y a une bonne nouvelle. C'est un peu jouer avec le feu, mais ça offre forcément des rendements extrêmement intéressants, quoi. Si vraiment tu sais bien éplucher, faire la séparation entre le vrai du faux, une société qui va faire vraiment faillite ou non, et t'achètes, je sais pas, tu mets 2 ou 3% sur Hertz. Hertz, parce que pour toi, tu dis le risque de défaut est beaucoup trop assuré par les marchés, et toi, tu penses que c'est pas le cas.
bah, ça te fait des sacrés rendements. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Maintenant, je suis clairement pas assez bon pour moi, pour m'amuser à faire ce genre de trucs. Donc ce serait littéralement du gambling par rapport à un vrai analyste. Mais je veux dire, c'est des sociétés qui sont tellement valorisées, tellement faibles, parce qu'on pense qu'elles vont faire faillite, qu'elles vont faire faillite. Et dès qu'elles le font pas, bah ça moule quoi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours pareil, hein. À partir du moment où le marché est extrêmement pessimiste sur une valeur, la moindre bonne nouvelle la fait exploser. En plus, je ne parle pas des short squeeze, etc. Je sais pas, je pense que c'est plus le cas, mais genre, si tu regardes Felvin, toi c'était quoi? C'était Wolf. Voilà, Wolf, 45% des actions en circulation sont shortées. Donc autant te dire, une action sur deux est shortée. Donc c'est-à-dire que 75 millions d'actions sont shortées. Et ce qui est marrant aussi à regarder, est-ce que 3 jours average volume, et il n'y a que 35 millions de volume d'actions, ce qui fait average volume 17 000. Ouais, ça a augmenté récemment, mais on va dire il y a à tout péter, il y a 30 millions d'actions d'actions en circulation. Donc le problème si d'ailleurs il y a un short squeeze, il faudrait plus de 2 jours de volume littéralement à l'achat pour que les shorts sortent totalement. Donc ça c'est vraiment des phénomènes. Wolf, c'est comme ça que Oklo aussi, je sais pas si vous connaissez les sociétés qui moonent à droite à gauche parce qu'elle est shortée comme une malade. Bon là c'est plus le cas parce qu'ils se vont tous sortir, mais je connais des sociétés, je crois ARS moi qui m'intéressait, pareil elle est shortée à 57%. J'avais pris une petite position dessus pour rien vous cacher, pas juste parce qu'elle était shortée à mort, mais c'était aussi une de mes remarques. C'est-à-dire tu as 11 millions de shares échangés, donc tu as 5 millions, 60% elle est shortée. Donc tu as 6 millions d'actions qui sont shortées. D'ailleurs, tu as un average volume de 450 000, c'est-à-dire qu'il te faudrait plus de 10 jours de volume d'échange pour que les shorts sortent totalement. Donc autant te dire que l'action elle a le temps de faire x6 avant que tes shorts ont le temps de... en fait, ils vont tous se battre en duel pour sortir en même temps. Et vous savez, les short squeeze, c'est ça, hein, c'est que tout le monde se met à acheter pour couper les positions. Et ça fait moon le bordel. Je crois que c'était le cas aussi avec Hertz, hein, donc c'est toujours pareil, hein, les sociétés comme ça, voilà, c'est shorté comme à balle, tu vois, 42%. Tu vois, c'est monté à 45, ça a moon, ça a chuté derrière, quoi. La short ratio, ouais. Ouais, c'est toujours marrant. Ça, c'est pas mal qu'ils ont mis ça Finviz maintenant. Voilà. Donc ça donne une autre vision. Donc c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est toujours sympa d'apprendre ça. Effectivement, c'est toujours quelque chose quand on achète ce genre de société-là. Il y a aussi une équipe qui est pas juste... La société, ils s'en foutent. C'est juste qu'ils sont là pour faire des short squeeze, en fait, hein, tout simplement. Je sais pas si tu regardes. Non, attends, c'est Wolf. Mais plutôt Hertz. Merde. HTZ. Hop. What? Pourquoi ils ont pas autant de... Ouais, ils ont pas autant d'historique, dommage. Mais je me rappelle à l'époque, c'est une société qui était giga short, donc là c'est encore le cas, même si les shorts ont pris un gros coup. Voilà. Alright, bon, sur ce, 1 heure, on va s'arrêter là. On se dit semaine prochaine s'il se passe quelque chose. Sinon, après, de toute façon, dans tous les cas, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, que ce soit à MP ou dans le Discord, j'y réponds toujours. À moins que je vous ai ghosté, dans ces cas-là, le prenez pas personnellement, c'est juste que j'ai vu votre message le matin et j'ai oublié d'y répondre dans la journée. Donc n'hésitez pas à reping dans ces cas-là.
Il n'y a, pas de mal. Et on se dit à bientôt. Tchuss.